Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le globe terrestre sert de support à la nécessaire production matérielle qui sous-tend la vie humaine. Dans sa finitude, il est organisé selon l'écosystémique, avec toutes ses contraintes comme écoumène. L'espace social dans lequel nous vivons est en tension entre l'espace ouvert, imaginaire, à n dimensions, en mutation constante, qui est façonné par le désir infini de consommer et de spéculer, et l'espace réel, décrit par la géographie traditionnelle, composé de territoires matériels précisément limités. On peut nommer espace support matériel, l'espace naturel, proprement géographique. Servant de support aux activités agricoles et industrielles, il se présente comme le réseau des axes et des pôles qui portent les flux de personnes et de marchandises. On peut nommer espace support immatériel, l'ensemble des réseaux de télécommunications par lesquels transitent les informations et les capitaux. La Terre est devenue pour les sociétés humaines le tapis d'un jeu globalisé déployé sur les deux espaces supports. Pour ce faire, elle a été équipée d'un réseau logistique, axe de communication modernisé et plateforme, qui allonge et amplifie les flux et qui est doublé d'un maillage de télécommunications. Quel intérêt y a-t-il aujourd'hui à s'intéresser à l'espace social romain, en poursuivant un autre but que l'approfondissement des nombreuses connaissances dont nous disposons déjà ? Le propos de ce livre est fondé sur un prédicat. Les Romains ont atteint un niveau culturel comparable au nôtre, au point qu'ils se sont posé des questions et ont proposé des réponses proches des nôtres. Après avoir construit un monde, réalisé une mondialisation périméditerranéenne, ils n'ont pas voulu entreprendre une globalisation pour intégrer dans le même espace social tous les mondes de la planète. Mais ils se sont trouvés confrontés à la question de l'universel posée par le christianisme naissant. Mondial. Le monde romain naît à l'échelle locale d'une dynamique essentiellement urbaine. La ville est le germe porteur d'un Big Bang, dont le destin serait de construire un vaste espace social sur une partie du globe terrestre, comme le conçoit Strabon. Le Mundusi, le monde en latin, est homonyme du Mundusi qui signifie objet de toilette des femmes. Munder signifiait nettoyer, purifier, et tous les mots qui sont construits à partir de la racine mund renvoient à cette idée de propreté, de nettoyage, de purification que l'on trouve dans émonder ou immondis en français. Le monde apparaît à l'origine comme une clairière de défrichement, un lieu qui a été nettoyé au sens végétal et religieux, mais qui reste entouré d'une lisière, pomerium, une interface avec la forêt qui apparaîtrait comme immonde, non nettoyée ou à nettoyer. Avant d'opposer la civilisation et la barbarie, le mundus oppose l'âgé et la silva, le pomerium s'imposant comme une clôture en pierre, un muret qui a autant d'importance protectrice contre la sauvagine que cadastrale comme marque d'appropriation. Le cosmos grec, c'est l'ordre par excellence, celui que les dieux ont voulu. Il est bon, convenable, il a de la tenue, de l'élégance, comme une vie bien ordonnée. Le cosmos renvoie au cosmétique, comme le latin mundus. Le romain a la tête rasée, défrichée ou défrisée. La romaine arbore une coiffure très élaborée. La coiffure est ainsi l'expression la plus hautement portée de la civilisation, de la culture, de la maîtrise de soi, parfaitement glabre ou parfaitement construite. À l'inverse, le Gaulois est en cheveux, négligé. Plus proche encore de la sauvagerie naturelle est la bacchante hirsute, qui se jette dans les bois en hurlant. Cette dernière est l'image du danger social, de la contestation de l'ordre mondain qui doit être réprimée avec la plus grande fermeté. La Pax Romana est la mondialisation organisée par Rome autour de la Méditerranée, que Rome constitue en monde. Cette mondialisation est assise sur des routes terrestres, maritimes et fluviales, sur lesquelles transitent des flux complémentaires. Ces flux sont gérés par des diasporas, celles des Romains installés dans les nombreuses colonies, celles des Juifs, celles des Alexandrins. La Pax Romana, qui profite aux hommes libres et aux affranchis, est fondée sur les esclaves, dont la force de travail est acheminée par les ports méditerranéens. Elle s'appuie du fait de sa littoralisation sur des pôles portuaires majeurs comme Rome, Naples, Alexandrie, Corinthe ou Marseille. Le bon fonctionnement de l'ensemble exige des normes communes, une langue, le grec associé au latin, une monnaie et des unités de mesure. L'efficacité de ce système mondialisé se manifeste par les fortunes considérables, amassées par quelques familles. La corruption et les intrigues autour du pouvoir politique permettent d'éviter le fisc,
ce que l'État compense en pillant les territoires dominés comme la Grèce, l'Égypte, les Gaules ou la Judée. Ces fortunes sont essentiellement ostentatoires, comme celles qui seront bâties par les Espagnols du XVIe siècle. Elles permettent de construire des prouesses architecturales, d'organiser des jeux somptueux. Le monde romain découvre ses limites spatiales lorsque sa capitale ne parvient plus à centraliser et à maîtriser les flux de marchandises, de troupes, de capitaux et d'informations qui le traversent et le constituent. Ces limites sont techniques et militaires plus que financières. Global. La première globalisation, de nature marchande, fut inaugurée, après les grandes découvertes, par les compagnies à charte et développée par les entreprises libérales transnationales contemporaines. Alors que l'Empire néronien était mondial, les États-Unis, la République populaire de Chine, voire l'Union européenne superposent aujourd'hui leurs aires d'influence pour essayer d'atteindre l'échelle globale. Ils se disputent un espace qui est en fait intermondialisé, auquel ils veulent imposer leurs règles de fonctionnement. La globalisation nomme la constitution et le fonctionnement, à l'échelle planétaire, d'un espace social hétérogène, dont les éléments sont mis en complémentarité pour servir un projet intermondialisé. Elle unit et sépare les territoires dans un même système dynamique qui entretient les différences génératrices de flux et donc de profit. Bien avant Alexandre et Rome, les Européens ont entretenu des relations commerciales et culturelles avec l'Asie, beaucoup plus qu'avec l'Afrique, pourtant plus proche. L'Orient, c'est l'Inde et la Chine. L'Europe en connaît depuis longtemps la profondeur, cet horizon qui en cache d'autres, ces civilisations qui, par la masse de leur population, résistent à nos conquérants. Les navigateurs ont très tôt maîtrisé le cabotage et les vents de mousson, pour unir l'Inde avec la Mésopotamie et l'Égypte. Depuis longtemps, les caravaniers turco-mongols rencontrent sur les bords du pont Euxin, le nom antique de la mer Noire, les marchands d'ambre de la Baltique qui ont descendu la Volga et les commerçants méditerranéens qui ont longé les côtes de Grèce ou d'Asie mineure. Marco Polo rouvrira cette voie royale, entre les deux continents, après la longue période d'enfermement imposée par l'Église qui craint de déstabiliser le monde de la chrétienté. Il élargira la perception des Européens qui devront concevoir le monde autrement, puisqu'il cessera d'être l'espace social périméditerranéen construit par Rome et consolidé par l'Église. La limite de notre globalisation est la complexité, des modèles mathématiques ou des abstractions algorithmiques, conçus par des théoriciens que ne parviennent pas à utiliser les banquiers ou les gestionnaires de fonds. Le seuil de rupture se trouve entre l'espace abstrait, et donc survirtuel des constructions mathématiques, et l'espace virtuel des flux financiers spéculatifs. Le risque financier tient dans la semi-matérialité des capitaux qui, tout en pouvant apparaître ou fondre sans laisser de traces, représentent toujours du temps de travail monétarisé et un potentiel d'achat pour les hommes qui en disposent. Universel. Les Romains ont construit un espace de communication puissant, efficace pour faire circuler des idées conservatrices. Car les Romains ne s'intéressent pas au progrès. La recherche scientifique, destinée à produire davantage, ne les préoccupe pas. Ils préfèrent la littérature, la philosophie, le jeu avec des idées et des nombres, plutôt qu'avec des machines. L'avenir appartient aux dieux et lorsque l'angoisse du lendemain devient insupportable, on consulte des livres sibyllins. Les Romains adhèrent à la dynamique commune à toutes les religions ethniques, s'imprégner des textes anciens et non en produire de nouveaux. Leur puissance leur permet d'imposer à leur monde une pensée unique, ou d'imposer au peuple soumis leur vision du monde. Cela n'exclut pas une certaine tolérance pour des pensées différentes, tant qu'elles ne sont pas clairement concurrentes et hostiles. Comme chez les Égyptiens ou les Grecs, l'espace social romain est troué de synapses qui, sous la forme d'aires sacrées, le mettent en relation avec le monde des dieux. Or le christianisme va faire éclater ces fenêtres étroitement mondiales, en les ouvrant sur une spiritualité universelle. Le christianisme va investir le monde romain, pour y propager très rapidement une idéologie universaliste. Sa dynamique évangélisatrice va bouleverser la romanité et semblera progressiste, puisqu'elle se donne comme horizon l'avènement du royaume de Dieu, ce qui sera compris à tort comme un projet politique. L'univers fait tourner la tête. Unus versar ou unus verter, un mouvement de rotation qui fait vaciller la conscience par sa puissance, par sa disproportion entre lui et nous. La clairière du monde se met à tourner en s'élargissant.
Les étoiles se trouvent placées sur un cycle, qui est à la fois cercle et mouvement circulaire pour les Grecs. Ce vortex, ressenti plus que compris, donne le vertige. Mais le passif versari signifie être tourné, bien ou mal, être façonné comme sur un tour de potier. Le tourbillon devient le créateur, l'énergie qui fait vivre et pas uniquement exister. Ainsi le passage du global à l'universel n'est pas le franchissement d'un nouveau seuil scalaire. Il engage une mutation qualitative puisqu'il rompt avec l'espace-temps en ouvrant sur l'absolu. Passer à l'universel, c'est transcender les territoires et l'histoire par la spiritualité. La spiritualité n'est pas l'esprit qui pense, mais l'esprit qui se dépasse en se donnant une dimension qui échappe à la science. Elle n'est pas nécessairement associée à la religion. Elle est le souffle de l'idéal qui peut présenter des formes aussi différentes que le christianisme, le communisme, les droits de l'homme ou l'humanisme de la toile. Tout exprime la même générosité maladroite qui leur vaut une polarisation positive. Mais l'universel est aussi ouvert au mal, celui où les trous noirs de l'égoïsme tendent à engloutir toutes les formes d'énergie humaine, Big Brother et financiarisation. Peut-on espérer l'universalité d'une démocratie égalitaire tramée par Internet et animée par l'esprit des droits de l'homme ? Malheureusement, privatisation et nationalisme attirent irrésistiblement l'universel vers le global, en redonnant au territoire une redoutable puissance. On découvre en fait une nouvelle sorte de mondialisation. Aujourd'hui, un monde ne correspond plus à une ère de civilisation, mais à l'ère d'influence d'une holding transnationale. Chaque entreprise transnationale dessine son monde sur le planisphère et fait évoluer ses frontières dans une relation concurrentielle. Le politique s'efforce quant à lui d'imposer une globalisation alternative à celle que promeut la finance. Du dépassement à la résonance. La Renaissance européenne redécouvre les auteurs antiques en même temps que des savants apparaissent pour les contester. C'est le temps de la diffusion de la Bible par l'imprimerie, mais c'est aussi celui de Copernic et Paré, qui conçoivent autrement l'univers et le corps humain. Le XVIe siècle aurait pu être l'époque d'un néoconservatisme, d'un créationnisme rajeuni, mais il inaugure en fait une dynamique de progrès illimité. Il lance un questionnement sans fin sur le monde bientôt pascalien ouvert sur deux infinis. Le patrimoine intellectuel laissé par l'Antiquité doit servir de fondement à une nouvelle étape de la connaissance. Cette mise en perspective historique n'est pas le projet de ce livre. Ce qui m'attire dans l'héritage romain, c'est que chaque bribe intellectuelle laissée par cette civilisation n'a pas de sens historique, mais peut constituer une caisse de résonance pour mes questions au début du XXIe siècle. Les musées, écrit Malraux, sont pour moi des lieux où les œuvres du passé devenues mythes dorment, vivent d'une vie historique, en attendant que les artistes les rappellent à une existence réelle. Et si elles me touchent directement, c'est parce que l'artiste a ce pouvoir de résurrection. En profondeur, toute civilisation est impénétrable pour une autre. Mais les objets restent, et nous sommes aveugles devant eux jusqu'à ce que nos mythes s'accordent à eux. André Malraux, La Voie royale, chapitre 3. Quiconque compare le présent et le passé, écrivait Machiavel, voit que toutes les cités, tous les peuples ont toujours été et sont encore animés des mêmes désirs, des mêmes passions. Ainsi, il est facile, par une étude exacte et bien réfléchie du passé, de prévoir dans une république ce qui doit arriver, et alors il faut ou se servir des moyens mis en usage par les anciens, ou n'en trouvant pas d'usité, en imaginer de nouveaux, d'après la ressemblance des événements. Mais cette étude est négligée de la plupart des lecteurs, ou bien est au-dessus de leur intelligence. Si quelqu'un d'eux est capable de tirer de pareilles conclusions, elles sont toujours ignorées de ceux qui gouvernent, et par là on voit revenir en tout temps les mêmes mots et les mêmes révolutions. Machiavel, Discours sur la première décade de Tite-Live. Chap. 39. L'humanisme est cette démarche qui pose au passé les questions de maintenant, et découvre que ces questions sont celles que le passé se posait déjà. L'humanisme n'est pas une période de l'histoire culturelle, mais un intérêt qui se trouve chez Montesquieu, Montaigne et Machiavel envers les Romains, chez les Romains envers les Grecs, chez les Grecs envers les Égyptiens. Le XXIe siècle d'Internet est celui d'un nouvel humanisme, aussi désabusé que celui de Montaigne. L'histoire romaine a fasciné de nombreuses générations qui y ont vu l'idéal de l'espace social mondialisé. Après les auteurs de la Renaissance,
On trouve l'expression de cette fascination dans l'entourage de Louis XIV, dans l'esprit des révolutionnaires français, dans celui de Napoléon Ier et parmi les proches de Philippe Pétain. Des historiens comme Jérôme Carcopino et Léon Homo ont ainsi considéré la situation de la France après la défaite de 1940, dans sa similitude avec celle de Rome mise à mal par Hannibal. Confier le destin national à un dictateur et en appeler aux qualités spécifiques de la race française permettait de lancer une révolution nationale qui, plus qu'une libération du territoire, devait engager une régénération du corps social en profitant d'un contexte exceptionnellement grave. Les intellectuels pétainistes percevaient la tension entre l'échelle nationale d'une France vaincue qu'il convenait de restaurer et l'échelle continentale d'une France intégrée dans l'Empire allemand. En ce début de XXIe siècle, alors que l'espace social global est en pleine mutation, risques financiers systémiques et nécessaire régulation d'Internet, relire l'histoire romaine telle qu'elle a été écrite au 1er siècle après Jésus-Christ par ceux qui ont connu son apogée peut faire apparaître des résonances intéressantes. On peut analyser le monde romain selon les 4 principes définis dans la France. L'économie ou principe économique assure l'entretien d'un corps social dans les limites de son territoire. Ce principe correspond à la démographie, à l'autosuffisance alimentaire, à la proto-industrie, et il est étroitement lié à l'environnement naturel. Le principe politique assure la stabilité du système social par ses institutions et l'exercice de la force légitime, à l'intérieur, la police, et à l'extérieur de son territoire, l'armée. Le principe spirituel assure la pérennité du système social en l'ouvrant sur le divin. Ce dernier doit prendre les traits d'un espace social nettement séparé d'une autre, par cette limite qu'est la mort, avec lequel nous entretenons des relations ritualisées qui contribuent à entretenir les liens sociaux. Religion vient de religar, relier. Le 4e principe est le principe marchand, ou principe de profit qui tend à enrichir un corps social en le mettant en relation avec d'autres par le pillage, le commerce, etc. Son fonctionnement tend toujours à modifier le système social, en générant des inégalités. Quand elles sont maîtrisées, elles l'enrichissent par le progrès, qui est un déséquilibre profitable, comme la marche. En revanche, sans contrôle, elles peuvent le détruire lorsque la fracture sociale provoque une explosion révolutionnaire. Source. Ce travail n'est pas celui d'un historien qui chercherait à établir des faits à partir d'une analyse critique des sources romaines. Il a pour objet de confronter l'analyse de l'histoire romaine que proposent les auteurs antiques avec celle que peut susciter l'écoumène actuelle. Il est évident que les espaces sociaux antiques et contemporains ne sont pas objectivement de même nature, mais il est intéressant de constater que les discours qu'ils suscitent ou auxquels ils peuvent donner matière présentent des parentés. L'intérêt porté à l'histoire romaine n'est pas fondé sur la recherche des héritages mais sur l'hypothèse qu'un corps social soumis à des mutations scalaires se comporte de façon équivalente et non identique, puisque les moyens techniques ne sont pas les mêmes entre le temps des Romains et le nôtre. La bibliographie est la généalogie de la connaissance. Elle est l'état de mon savoir au moment où je décide d'écrire, où j'estime que je peux apporter un plus à tous ceux et à tout ce que j'ai lu. Elle est l'horizon qui entoure mon sujet, l'espace intellectuel où on peut rencontrer des territoires voisins de celui que j'ai choisi d'explorer, de défricher, d'exploiter, de mettre en valeur. Faire de la recherche, c'est se donner un terrain qui peut devenir un territoire après de nombreux et patients labours. Il colle alors à la peau comme une terre que l'on a fait sienne et que l'on défend, puisqu'elle matérialise une vie de chercheur. Plutôt que des notes bibliographiques, j'ai préféré proposer des morceaux choisis pour que le lecteur puisse avoir directement accès au texte. Mes sources ne sont que des écrits anciens. Ce n'est pas le réel archéologique, matériel. C'est le perçu, le cru, le pensé de ce que les anciens sont, de l'espace qu'ils construisent, leur monde, et du temps qu'ils organisent, Ab Urbe Condita en 753 AV. JC ou depuis la première Olympiade en 776 AV. JC, le rite manuel des magistratures et des annales. Polybe, Po, est né entre 210 et 208 dans l'ancienne Grèce dans la bourgade de Mégalopolis et mort vers 126 AV. JC. Polybe, Histoire Quarto Gallimard 2003. Salluste, Sa, est né en l'an de Rome 668 soit en 86 AV. JC à Amiterne dans le pays des Sabins, il est mort en 35 AV. JC.
mais renvoi avec page. SC signifie Salluste, conjuration de Catilina, SJ, Salluste, guerre de Jugurtha, SCE accent aigu, Salluste, lettre à César, dans Salluste, Jules César, Sevelius Paterculus et Aflorus, œuvre complète avec la traduction en français, publiée sous la direction de M. Nizard, Paris, J.J. Dubochet et compagnie éditeur, 1837. Marcus Vitruvius Pollio, Vitruve, a vécu au 1er siècle AV. J.C. et serait mort en 26 AV. J.C. Son de Architectura est dédié à Auguste. Ce texte est à rapprocher de ceux de Strabon et de Pline l'Ancien, Histoire naturelle rédigée au 1er siècle AP. J.C. pour appréhender les connaissances techniques, astronomiques et physiques des Romains. Vitruve, les 10 livres d'architecture, Paris Errance 2005. Tite-Live, T.L. est né en 59 AV. J.C. à Padoue, Vénétie est mort en 17 AP. J.C. mais renvoie au volume de l'édition GF, TL1 page 187 signifie Tite-Live, Histoire romaine, livre 1 page 187. Strabon vers 58 AV. J.C. vers 21 à 25 AP. J.C. est contemporain de Tibère, confère Live. 12 2-3 et Live. 13 IV8. Lorsqu'il écrit sa géographie, il est originaire du Pont Euxin, cf. Liv 12 333, 38 et 39, pays dévasté suite à la guerre des Romains contre Mithridate, Liv. 12 339. Mais renvoie, Strabon, livre, chapitre et paragraphe, du reprint de l'édition Hachette de 1867. Il présente un tableau, un état de l'Empire mondial sous Auguste, l'état de la terre habitée à l'époque de Jésus et de Néron, la géographie considérée dans son ensemble, exerce une influence directe sur la conduite des chefs d'État par la distribution qu'elle fait des continents et des mers, tant au-dedans qu'en dehors des limites de la terre habitée. Cette distribution est en fait naturellement en vue de ceux qui ont le plus d'intérêt à savoir si les choses sont de telle façon ou de telle autre, et si telle contrée est déjà connue ou encore inexplorée. Strabon Liv. II 16. Le géographe n'envisage rien en dehors de la terre que nous habitons. Strabon Liv 2 V34. Il analyse toute la bibliographie accessible, y compris celle des mythographes car la vérité est plus ou moins partout, Homère étant la source par excellence. Toute question théologique nécessite l'examen des antiques croyances, c'est-à-dire des mythes, puisque les anciens se sont plu à jeter un voile sur les notions qu'ils pouvaient avoir de la nature des choses et qu'ils ont volontairement mêlé la fable à la science positive. Strabon Liv. X 3-23. Il se livre à une exégèse d'Homère, principalement l'Iliade, considéré comme le premier géographe. Ses écrits constituent une première géopolitique mondiale puisqu'en relatant les relations des peuples avec Troie, il en fait l'inventaire. Ainsi Strabon envisage Homère comme le feront les intellectuels chrétiens à l'égard de la Bible. Or, du temps d'Homère, ni l'Europe ni l'Asie n'avaient encore reçu leurs noms respectifs, et l'Icumène ou terre habitée n'avait pas encore été partagée en 3 continents distincts. Strabon Liv. 12 3-27. Tite-Live et Strabon sont strictement contemporains. Le premier est la base historique de ma réflexion, le second en est la base géographique. Ces 2 auteurs proposent un éclairage sur le corps social romain du 1er siècle après Jésus-Christ, et sur l'espace social construit par Rome au fil des ans. Il n'est pas question de corriger Tite-Live, qui retient principalement ce qui relève des principes spirituels et politiques. Pour lui, seul ce qui sort de l'ordinaire, de la quotidienneté, mérite d'être retenu par l'historien, conscient qu'il lui ouvre la porte de l'éternité mémorielle. Or l'économique, le vivrier, ce qui a pour seule destination d'entretenir la vie dans ses fonctions biologiques de base, se nourrir, lutter contre la maladie qui conduit à la mort, se reproduire, est comme la santé qui est la vie dans le silence des organes. Ce travail assume donc un effet de source qui atrophie ou oublie l'économie, démographie et alimentation, mercurial, et le profit, mais la question des relations entre les riches et les pauvres est souvent abordée. Caius Velleius Paterculus serait né en 19 AV. J.C. en Campanie, il accompagne Tibère et meurt en 31 AP. J.C. Son texte est essentiellement événementiel. Mais renvoie avec page, VH signifie Histoire romaine de Velleius, dans Salluste, Jules César, c'est Velleius Paterculus et Aflorus, œuvre complète avec la traduction en français, publiée sous la direction de M. Nizard, Paris, J.J. Dubochet et compagnie éditeur, 1837.
Flavius Joseph serait né en 37 à 38 AP. J.C. Il se présente en ces termes dans le prologue de sa guerre des Juifs contre les Romains. Mon père s'appelait Mattathias, mon nom est Joseph. Je suis hébreu d'origine et sacrificateur dans Jérusalem. J'ai combattu au commencement contre les Romains, et la nécessité m'a enfin contraint de me trouver dans leurs armées. Contemporain de Néron et des Flaviens, il est favorable à un protectorat romain plutôt qu'à une guerre perdue d'avance. Il écrit en grec une histoire ancienne des Juifs, nommée aussi les Antiquités judaïques, et la guerre des Juifs contre les Romains, publiée vers 78 AP. J.C. Les citations sont extraites de Flavius Joseph, Histoire ancienne des Juifs et la guerre des Juifs contre les Romains, édition Lidis, 1968 à 1973. L'auteur fait référence à Polybe, Strabon de Cappadoce, Nicolas de Damas et Tite-Live. Ces antiquités traitent de ce qui s'est passé depuis la création du monde jusqu'à cette 12e année du règne de Néron. Antiquité Live. 29. Alors que la guerre des Juifs contre les Romains commence avant Pompée et s'achève en 70. Par l'intermédiaire du comédien juif Aliture, Flavius Joseph est reçu par Pompée, confère. Autobiographie. Il dédie ses antiquités au secrétaire de Néron Épaphrodite. Autobiographie et prologue des Antiquités. Il obtient la citoyenneté romaine, devenant Titus Flavius Josephus, orthographié Flavius Joseph en français depuis le XVIIIe siècle. Dans son autobiographie, il se dit pharisien proche des stoïciens. Il meurt vers 100. Mais renvoie. Fla signifie Flavius Joseph Antiquité judaïque, FJGJ Flavius Joseph guerre des Juifs contre les Romains livre chapitre. Tacite est né vers 55 et mort vers 100 AP. J.C. Mais renvoie à l'édition Budé. Ta signifie Tacite, annales, livres et paragraphes, cela concerne les années 14 à 66 AP. J.C. TH signifie Tacite, histoire, cela porte sur les années 69 à 70 AP. J.C. Caius Suetonius Tranquillus, Suétone est né vers 70 AP. J.C. et disparaît des sources après 122. Il a rédigé les vies des 12 Césars. Mais renvoie à l'édition GF, Su. 12 Césars, autant que de mois dans une année, soit un cycle historique complet pour un historien considérant que l'histoire des hommes suit la roue de la fortune. Lucius Anneus Florus vivait au IIe siècle AP. J.C. Il laisse une histoire romaine. Mais renvoie avec page. A signifie histoire romaine d'Anneus, dans Salluste, Jules César, Sevelius Paterculus et A Florus, œuvre complète avec la traduction en français, publiée sous la direction de M. Nizard, Paris, J.J. Dubochet et compagnie éditeur, 1837. La question de Polybe est de savoir comment et grâce à quel gouvernement l'État romain a pu, chose sans précédent, étendre sa domination à presque toute la terre habitée et cela en moins de 53 ans, donc de 220, veille de la deuxième guerre punique à 167, défaite de Persée, roi de Macédoine à Pydna. Y préface. Salluste, SC page 34-8, estime qu'Athènes s'appuie sur des écrivains qui ont magnifié ses exploits plus que de raison, alors que Rome a fait bien plus que ce que ces écrivains donnent à connaître. Athènes s'est souciée plus que Rome de communiquer, on ne trouve chez les Grecs ni force, ni activité, ni amour du travail. En effet, comment des gens qui n'ont pas eu le cœur de maintenir chez eux la liberté, seraient-ils propres à donner de bons préceptes de gouvernement ? SCE page 150 IX. Le scepticisme actuel, je le sais, méprise les présages des dieux et s'oppose à la diffusion des prodiges ou à leur publication dans les annales. Mais, en écrivant l'histoire du passé, j'ai adopté en quelque sorte la mentalité des temps anciens et j'aurais scrupule à ne pas mentionner dans mon récit des faits que les esprits les plus éclairés d'autrefois ont voulu reconnaître publiquement. TLXLII page 202. Les historiens latins sont conscients des limites de leurs sources. Ainsi Tite-Live. Le recul dans le temps rend les événements confus comme ces objets qu'on distingue mal à cause de la distance. TELVI page 35. Tacite cite dans ses annales quelques-unes de ses sources, TAIV 34. Les limites du propos sont parfois choisies et non subies par l'historien. Je n'ai pas l'intention, écrit Tite-Live, de parler en détail des guerres que se livraient les étrangers. Écrire l'histoire de Rome est déjà une tâche assez lourde. TLXLI page 80, et Tacite. Mon dessein n'est pas de rapporter toutes les opinions. Je me borne à celles que signalent leur noblesse ou un caractère particulier d'avilissement,
persuadé que le principal objet de l'histoire est de préserver les vertus de l'oubli, et d'attacher aux paroles et aux actions perverses la crainte de la postérité et de l'infamie. Ta 365. Partie I. Orbis. L'orbis, le cercle, peut être celui du globe terrestre ou du soleil, la roue de la fortune ou le tambourin que l'on frappe. Le monde romain est considéré comme clos. Sa clôture autour de la Méditerranée fait écho au cycle fermé des régimes politiques qui s'expriment dans le temps historique. L'orbe est aussi le cœur du bouclier, ce qui lui donne centre et force, cet élément qui a été amplifié pour protéger tout le corps, pour couvrir de carapace le microcosme du guerrier. La nature, écrit Strabon, dans le mouvement de gravitation qui emporte tous les corps vers un seul et même point, centre de l'univers autour duquel tous ces corps se disposent circulairement, réunit les parties les plus denses et les plus rapprochées du centre pour en former la Terre, réunit de même les parties les moins denses et moins centrales, qui se présentaient immédiatement après les autres, pour en former l'eau, ces deux éléments figurant chacun une sphère, la Terre une sphère solide, l'eau une sphère creuse capable des apostrophes. Enserrer la Terre. La Providence a voulu, elle qui aurait pu varier son œuvre à l'infini et la produire sous mille et mille formes, créer d'abord les êtres animés à titre d'êtres supérieurs, et parmi les êtres animés, comme les plus parfaits, les dieux et les hommes, pour qui même elle a créé et arrangé tout le reste. Aux dieux elle a assigné le ciel pour demeure, aux hommes elle a donné la terre, les plaçant ainsi les uns et les autres aux deux extrémités du monde, car on sait que les extrémités d'une sphère sont le centre et la surface courbe qui la termine. Seulement, comme l'eau entoure la terre et que l'homme, animal terrestre et nullement aquatique, a besoin de vivre dans l'air et de participer ainsi que la plupart des êtres créés aux bienfaits de la lumière, elle a ménagé sur la terre quantité de hauteur et de cavité destinées, celle-ci à recevoir la totalité ou la plus grande partie des eaux qui cachent et recouvrent la terre, celle-là à recéler l'eau dans leurs flancs de manière à n'en laisser écouler que la portion utile à l'homme et à ce qui l'entoure en fait d'animaux et de plantes. Mais puisque la matière est toujours en mouvement et qu'elle est soumise à de grands changements, il faut bien supposer que la terre, non plus que l'eau, ne reste pas toujours identiquement les mêmes, sans éprouver ni accroissement ni diminution, et qu'elles ne conservent pas l'une par rapport à l'autre éternellement la même position, alors surtout que la permutation entre elles serait la chose la plus naturelle et la plus facile. Eu égard à leur proximité, il faut bien supposer qu'une notable portion de la terre se change en eau et une notable partie des eaux se solidifie et devient continent ou terre ferme, en passant par divers états successifs analogues aux différences d'aspect et de nature que présente en si grand nombre la terre elle-même. Car si la terre est ici friable, là au contraire dure, si ailleurs elle est rocheuse, ferrugineuse et que sais-je encore ? La même diversité s'observe dans l'élément liquide, l'eau pouvant être saumâtre ou douce et potable, salubre avec des propriétés médicales, ou insalubre, froide enfin ou thermale. Mais si les choses se passent ainsi, pourquoi donc s'étonner que quelques parties de la terre aujourd'hui habitée aient été primitivement couvertes par la mer et que plus d'une mer actuelle ait été anciennement habitée ? Pourquoi s'étonner que de même qu'on voit à la surface de la terre ici se tarir d'anciennes sources, d'anciennes rivières, d'anciens lacs, là au contraire s'en ouvrir et s'en former de nouveaux, des montagnes y aient pris la place de plaines, et réciproquement des plaines la place de montagnes ? Strabon livre 17 I36. Chapitre I. Géographie. La topologie grecque a conçu un support intellectuel, un globe, de nature à supporter les mondes qui se partagent la surface de la Terre. Il en est ainsi des mondes indiens ou chinois qui sont, pour les Grecs ou les Romains, des probabilités avant de devenir des certitudes. Ce globe est un possible ou un potentiel géographique sur lequel des savants comme Strabon pourront cartographier des mondes. Ainsi la map-monde est assemblée peu à peu comme un puzzle dont on découvre les morceaux. Chacun est un espace social avec ses dynamiques, dont les origines sont plus ou moins mythiques. Dans chaque monde apparaissent des lieux synaptiques avec le divin, des lieux qualitativement différents à caractère sacré avec lesquels les hommes vont devoir composer. Dans chaque monde, on trouve aussi des territoires ethniques qui ont pu donner matière aux antiques descriptions conduites par Hérodote ou Strabon. La dynamique d'un monde consiste à entretenir, selon les 4 principes, un géosystème d'échelle continentale dans son fonctionnement aux échelles inférieures et dans ses relations avec d'autres mondes plus ou moins éloignés et différents. L'ensemble des mondes constitue l'humanité qui est posée a priori dès la conception du globe par les Grecs.
Cette humanité est ambiguë puisqu'universelle dans l'unité du genre humain par rapport aux animaux, mais diverse entre les mondes organisés par les différents corps sociaux. Notre topologie d'Internet se distingue nettement de celle héritée de la Grèce antique dans la mesure où elle pose un archipel, un semis de points reliés pour constituer un réseau à vocation universelle. La toile n'est pas la chlamyde de Strabon jetée sur le globe terrestre, mais un maillage, un filet qui se développe sur les mondes. Elle discrimine les espaces sociaux entre ceux qui sont connectés et ceux qui restent à l'écart, à l'ombre, en creux. Y représenter et décrire. La géographie de Strabon est le livre de référence pour comprendre comment les lettrés antiques se représentaient le monde, en tant que support spatial et mosaïque d'espaces sociaux. Strabon était originaire du pont Euxin, et ses connaissances sur l'est de la terre habitée sont naturellement les plus abondantes. Pour ce qui est des Sidoniens, écrit le géographe, l'histoire de tous les temps nous les représente comme un peuple industrieux, un peuple d'artistes. Homère déjà leur donne ce nom, de philosophes, de savants, puisque des plus simples notions de calcul et de navigation indispensables aux marchands pour trafiquer et aux marins pour se guider la nuit, ils surent s'élever jusqu'aux abstractions de l'astronomie et de l'arithmétique, ni plus ni moins que les Égyptiens chez qui la géométrie est née, paraît-il, des fréquentes opérations des apostrophes. Arpentage nécessité par les inondations du Nil et par les bouleversements qu'elles apportaient dans le bornage des terres. On croit généralement que les Grecs ont appris des Égyptiens la géométrie, mais il y a lieu de croire aussi que leurs connaissances en arithmétique et en astronomie leur sont venues des Phéniciens. Aujourd'hui encore, quiconque veut s'instruire dans les différentes branches de la science trouve à Tyr et à Sidone plus de ressources que dans aucune autre ville. Strabon Liv. 16-24 et Liv. 17 I2. L'abstraction consiste à se détacher de la stricte description de l'espace support naturel. Celui des Égyptiens est effacé chaque année par la crue du Nil, et il leur faut redessiner l'espace social, tout particulièrement les limites de parcelles, à partir d'un tracé qu'ils conservent sous une forme dématérialisée dont les prêtres garantissent la fidèle conformité à l'original. De même, les Phéniciens ont dû se construire une carte mentale du ciel pour naviguer la nuit, en s'appuyant sur la position relative de chaque étoile dans un ciel qui tourne autour de la Terre. La Terre est un globe que l'on peut diviser en régions en s'aidant des parallèles et des méridiens. On aura compris une fois pour toutes qu'en réalité la surface de la Terre est sphérique et qu'on ne la suppose plane que pour les yeux. Strabon Liv. 2, V1. La question de la projection de la sphère terrestre sur un plan est posée par Strabon Liv. 2, V10 et suivre. Et au centre de la projection strabonienne se trouve la Méditerranée. La mer intérieure que nous nommons habituellement notre mer, laquelle commence à l'ouest au détroit des colonnes d'Hercule et se prolonge vers l'est avec une largeur variable pour se partager à la fin en deux golfes ou bassins distincts, l'un à gauche qui est le pont Euxin, l'autre à droite qui comprend lui-même la mer d'Égypte, la mer de Pamphylie et le golfe d'Issue. Strabon Liv. 2, V18. La Terre demeure immobile sur son axe. Le ciel tourne autour par un mouvement d'Orient en Occident qui entraîne les étoiles fixes. Strabon Liv. 2, V2. Signalons aussi le fameux puits de Sienne qui, par suite de la position de Sienne juste sous le tropique, permet de reconnaître le moment précis du solstice d'été. C'est ici en effet pour la première fois depuis notre départ de nos pays, j'entends de notre Grèce d'Asie, que dans notre marche au midi, nous nous trouvons à voir le soleil juste au-dessus de notre tête et que nous observons que le gnomon ne projette point d'ombre à midi. Or, de ce que le soleil donne d'aplomb sur notre tête, il résulte forcément que ces rayons doivent atteindre à n'importe quelle profondeur la surface de l'eau dans les puits, les parois des puits ayant la même direction que le corps de l'observateur quand il est debout, c'est-à-dire la direction verticale. Strabon Liv. 17, I48. Cette évidence suppose que les anciens avaient déjà compris que l'énergie solaire est reçue par la Terre en un flux continu de rayons parallèles les uns aux autres. Chaque point du globe peut être repéré en latitude grâce au gnomone et en longitude relative par rapport aux régions voisines et à des lieux centraux méditerranéens, en particulier Athènes. Strabon affirme l'identité du parallèle de Byzance et de celui de Massalia. Strabon Liv. IIV4 et cite Ératosthène. On pourrait aller sur mer depuis l'Ibérie jusqu'à l'Inde en suivant toujours le même parallèle, n'était l'immensité de l'Atlantique. Qu'appelons-nous en effet terre habitée ? Se demande Strabon.
Uniquement cette portion de la terre que nous habitons, et qu'à ce titre nous connaissons. Or il se peut faire que dans la même zone tempérée il y ait deux terres habitées, plus même, surtout à proximité de ce parallèle qui passant par Athènes coupe toute la mer Atlantique. Strabon Liv. IIV 6. Il faudrait supposer, ce qui d'ailleurs est vraisemblable, l'existence d'une seconde terre habitée. Or c'est la nôtre uniquement que nous avons à décrire. Strabon Liv 2 V 13. Le monde connu tient dans un vaste rectangle qui va de Gibraltar à l'Indus, du Danube au désert libyen. J'ajoute que ces dimensions se prennent d'ordinaire depuis l'extrémité de l'Inde jusqu'à celle de l'Ibérie, pour la longueur et pour la largeur, depuis le parallèle de l'Éthiopie jusqu'à celui d'Yernée. Strabon Liv. IIV 5. Actuellement le point le plus avancé que la navigation atteigne au nord de la Celtique est Yernée, qui se trouve situé par-delà la Bretagne, et que le froid rend déjà si difficilement habitable que les contrées situées encore plus loin passent pour être absolument inhabitées. Strabon Liv 2 I13 et V8 Liv 4 V4, s'agit-il de l'Irlande? On peut découper ce monde en panneaux dont les descriptions, développées par Strabon, se suivent de l'ouest vers l'est, au nord puis au sud du méridien de Massalia et Athènes. L'omphalos de Delphes serait le centre de l'écoumène. Le temple de Delphes se trouve être le centre ou peu s'en faut de la Grèce. J'entends de la Grèce prise dans sa plus grande extension, au-delà comme en deçà de l'isthme. On l'a même longtemps considéré comme étant le centre de la terre habitée. De là, cette dénomination de nombril de la terre qu'on lui a appliquée. De là aussi cette fable qu'on lit dans Pindare, de deux aigles, d'autres disent de deux corbeaux, que Jupiter aurait fait partir en même temps l'un de l'Occident et l'autre de l'Orient et qui se seraient rencontrés juste en ce lieu. On peut voir aujourd'hui encore dans le temple de Delphes l'image grossière d'un nombril entouré de bandelettes, et surmonté de ce double emblème dont parle la fable. Strabon Liv. IX 3-6. Chaque grande région est délimitée précisément. Les lieux en sont nommés et repérés, avant de parler des institutions, des épisodes historiques et des coutumes remarquables. Or, pour qu'une contrée soit bien délimitée, il faut autant que possible qu'elle le soit à l'aide des fleuves, des montagnes ou de la mer, à l'aide encore de la nationalité une ou multiple de ses habitants, à l'aide enfin, si faire se peut, d'une détermination exacte de son étendue et de sa figure. Strabon Liv 2 I30. 2. La mappemonde d'Agrippa. La carte ou plutôt la mappemonde d'Agrippa représentait le monde romain sous le portique d'Agrippa. Cette fresque est évoquée dans les textes mais n'a pas été conservée. Comment ou plutôt à partir de quelles données a-t-elle pu être conçue? Strabon appelle climat, Strabon Liv 2 I20, la situation d'un lieu à la surface du globe. L'utilisation du gnomon permettait de connaître assez précisément la latitude des principales villes, ce qui pouvait se traduire par l'extension nord-sud de l'Empire. Pour ce qui est de la longitude, dans la mesure où l'Antiquité ne s'était pas donné les moyens d'horlogerie susceptibles d'en avoir une connaissance directe, il fallait s'en remettre aux itinéraires. On pouvait se fier au réseau des routes terrestres jalonnées de bornes milliaires, pour obtenir un schéma comparable à la table de Poitinger. On pouvait aussi utiliser la navigation maritime qui devait disposer de portulans pour assurer le cabotage, et de distance-temps, de durée de navigation, pour les voyages transméditerranéens. En combinant toutes ces données sur un plan, ou plutôt sur une portion de sphère telle que l'évoque Strabon, on pouvait produire une carte assez précise. C'était la représentation d'un espace support destiné à porter ou à tramer les flux de personnes, de marchandises, d'informations et de capitaux, bref à rendre compte de l'espace social romain. Cette carte a peut-être été détruite à l'époque néronienne, au cours du grand incendie de 64 ou lors de travaux d'urbanisme. Quelle que soit la cause de sa disparition, on peut s'étonner qu'elle n'ait pas été restaurée ou reproduite, puisqu'elle contribuait à magnifier la puissance romaine quel que fût l'empereur au pouvoir. Cette carte manifeste la réalisation du destin romain, la concrétisation d'un fatum sans doute voulu par les dieux, et tout particulièrement Apollon, le destin de réunir les hommes. Elle est la traduction graphique du texte de Strabon. Le géographe a dressé un inventaire des territoires ethniques qui deviennent autant de tessères pour construire la mosaïque représentant le monde. L'artiste qui compose, assemble et révèle le monde comme construction programmée par les dieux et le corps social romain.
C'est cette Rome nécessairement éternelle puisque l'échelle mondiale, celle de l'espace le plus vaste, se couple avec le temps long, celui qui confine avec l'éternité. L'espace et le temps manifestent le pluriel, la diversité qui devient unité en changeant d'échelle. Le pluriel régional voire national produit l'unité du monde romain. Le monde romain est conçu autour de la diagonale d'Énée, la diagonale mythique qui associe Troie anéantie par les Grecs, Carthage héritière de Didon qui sera détruite par les Romains et Rome elle-même qui devient le centre stable autour duquel gravite le monde. Le monde romain est une chlamyde, comme le dit Strabon, parcouru par un flux en diagonale sud-est-nord-ouest entre Alexandrie qui s'éteint et Rome qui aspire comme un tourbillon toutes les richesses culturelles méditerranéennes. Rome est un melting pot potentiellement plus divers qu'Alexandrie, mais les réticences identitaires romaines ralentissent cet enrichissement culturel qui porte vers une déstabilisation scalaire. Doit-on, et de quelle manière, accepter le changement d'échelle qu'implique le rôle mondial assumé par Rome depuis J.C. La Grèce, c'est Troie, la métropole de Rome qui en est une colonie par Énée, Athènes qui est le cœur de la pensée philosophique gréco-romaine et Corinthe la capitale administrative et commerciale de la Grèce romaine. Autour de Rome et de Naples, considérés encore comme grecs par les Romains, en Italie, Lyon est le relais avec les Gaules, capitale administrative, hub routier conçu par Agrippa, gendre d'Auguste, et Alexandrie avec l'Orient. L'Égypte, c'est Alexandrie avec sa bibliothèque. C'est le centre culturel du monde romain, synapse avec le monde indien que les Romains connaissent depuis Alexandre le Grand, et hub qui combine la civilisation égyptienne, la culture grecque ou plutôt hellénistique, et qui expédie via ses commerçants et ses juifs, la culture orientale vers Rome en utilisant le relais de la Grande Grèce, la Campanie, la région de Naples. Alexandrie, c'est aussi Cléopâtre qui attire César au point d'en faire une impératrice à Rome et de lui donner Césarion pour fonder une dynastie mondiale. Ce projet a sûrement pesé lourd, lorsqu'il fut question d'assassiner en 44, celui qui allait tuer la République. Ce rêve d'union, voire de duopole, entre l'Occident et l'Orient s'éteint lorsqu'Antoine meurt avec Cléopâtre. Octave va pouvoir consolider l'unique centre romain, enchâssé dans une vaste périphérie méditerranéenne. Il faudra attendre Constantin pour que la complémentarité entre l'Ouest et l'Est s'appuie et s'affaiblisse sur deux capitales. Le génie romain se manifeste dans le ciment, dans la mise en réseau de territoires rendus complémentaires. Le fonctionnement systémique du monde romain exige beaucoup d'énergie sociale lors de sa construction, mais il sera générateur d'une énergie bien plus grande lorsque le système aura été consolidé durablement. Rome crée ou plutôt fait apparaître, révèle ainsi l'unité cachée dans le multiple. Elle est comme Isis qui rassemble les morceaux pour faire apparaître ou réapparaître Osiris. On trouvera ce même finalisme avec l'Église qui rassemblera les hommes dispersés depuis l'épisode de la Tour de Babel, en vue d'une nouvelle communion avec Dieu. Le ciment spirituel de la mondialisation tient dans la fides, l'aptitude à créer et à entretenir un lien solide avec un corps social. Il est le contraire de la perfidie punique, qui est un fonctionnement en réseau avec un projet essentiellement marchand, comme celui des Juifs entre les communautés urbaines méditerranéennes. On pourra rapprocher la fides romaine de la foi chrétienne qui, elle aussi, est le lien par excellence entre les croyants, donc les membres pluriels de l'Église. Chapitre 2. Avant le monde romain. La science est un atout déterminant pour vaincre des ennemis superstitieux. En 168, les Romains sont en guerre contre les Macédoniens. Une éclipse de lune est-elle une donnée naturelle qu'il faut savoir utiliser, comme le pensent les Romains, ou un prodige effrayant comme le croient les Macédoniens? Le tribun annonça une éclipse de lune au début de la nuit prochaine pour qu'il n'y voie pas un signe inquiétant. C'était un phénomène naturel, explicable et prévisible, qui revenait à certaines dates. Le soleil et la lune se levaient et se couchaient à heure fixe. Les phases de la lune n'avaient rien de surprenant quand on passait de la pleine lune à un mince croissant. Eh bien, il ne devait pas davantage interpréter comme un prodige l'obscurité qui se produisait quand la lune était cachée par l'ombre de la terre. Dans la nuit du 3 au 4 septembre, l'éclipse de lune se produisait à l'heure prévue et la science de Sulpicius Gallus parut presque divine. Les Macédoniens y virent un signe funeste qui annonçait la chute de la monarchie et la ruine du pays. Les prêtres ne démentirent pas cette interprétation. On entendit des cris et des hurlements dans le camp macédonien,
jusqu'à ce que la Lune ait entièrement retrouvé son éclat. TLXLIV pp 276 à 277. Mais Suétone rappelle qu'Octave avait une peur insensée du tonnerre et des éclairs, et il croyait se garantir du péril en portant toujours avec lui une peau de veau marin, phoque. Aux approches d'un orage, il allait se cacher dans un lieu souterrain et voûté. Cet effroi lui venait d'avoir vu autrefois tomber la foudre auprès de lui, pendant un voyage nocturne. Suokogixc. Les fondements naturels de l'espace social. L'environnement naturel est le plateau différencié et rugueux du jeu social. Il est constitué de l'ensemble des contraintes qui pèsent sur l'activité humaine, qu'elle soit économique, marchande ou militaire. Facilitant ou contrariant les flux, les attirant ou les repoussant, il préoccupe les architectes et les urbanistes comme Vitruve. Pour les historiens latins, sa normalité ne donne pas matière à un discours puisqu'elle constitue un cadre silencieux et permanent pour les phénomènes exceptionnels, dignes de mémoire. Les dieux peuvent même utiliser les phénomènes naturels en les détournant de leurs manifestations normales, pour communiquer avec les hommes. Ces écarts par rapport à la normalité naturelle peuvent être interprétés comme des prodiges, tant que leur origine divine n'est pas mise en doute par une analyse critique sérieuse. L'environnement naturel est exploré par des individus ou des groupes sociaux, qui font figure d'éclaireurs. Les phénomènes curieux retiennent l'attention des savants comme Pline et peuvent présenter un intérêt touristique. Strabon évoque ainsi la tectonique et l'hydrographie karstique en Grèce, Liv. 8-4, et il parle plusieurs fois des hydrocarbures, Liv. 7-8 Liv. Xi 5 Liv. 16-15. On rédige de nombreuses descriptions aux échelles locales et régionales, mais on ne se risque pas à des synthèses géologiques ou climatiques. Les Romains ne présentent pas le monde sous la forme d'un système de connaissances. Ils collectionnent des expériences, des histoires naturelles qui sont non pas des fragments d'un tout scientifique mais des éléments du monde dont la nature, largement occultée par les dieux, est destinée à être comprise par les hommes au fil des siècles. La lecture des textes latins offre ainsi de nombreuses occasions de confronter des observations antiques avec nos connaissances actuelles, et de reconnaître leur pertinence. Les montagnes. Depuis fort longtemps les hommes ont conscience que l'écorce terrestre n'est pas une plaine de transport, un support spatial homogène. À propos des Thermopyles, Tite-Live constate que cette chaîne coupe la Grèce en deux comme le fait l'Apennin, épine dorsale de l'Italie. Ces portes de la Grèce constituent un espace stratégique, TL 36 page 67. Ce sont ici de simples portes, seul passage frayé par la nature au milieu d'une chaîne qui va d'une mer à l'autre. TL 36 page 69 Strabon Liv. IXIV 12-13. En 181, Philippe décide de faire l'ascension du mont Émus, point culminant de la Thrace, avec son armée. Car il croyait comme tout le monde à l'époque qu'une fois en haut il pourrait découvrir à la fois le pont Euxin et la mer Adriatique, le Danube et les Alpes. Cette vue panoramique serait d'un grand intérêt stratégique, pensait-il, en cas de guerre contre Rome. TLXL page 418. Mais il est déçu car à partir d'une certaine hauteur, les pentes se couvrirent d'arbres et les chemins disparurent, les hommes se perdant dans le brouillard et souffrant du froid, TLXL page 420. L'écorce terrestre peut se mettre en mouvement et Strabon décrit les phénomènes volcaniques, comme le Vésuve près de Pompéi et Herculanum, Héraclion en grec, Strabon Liv. VIV8. Il évoque Etna, Strabon Liv. VI 2-3 et 2-8, et les îles Lipari, Strabon Liv. VI 2-10. Tite-Live affirme même pour l'année 182, qu'une nouvelle île qu'on n'avait encore jamais vue avait surgi au large de la Sicile. TL 39 page 384. Concernant les séismes, voire les tsunamis, on trouve plusieurs descriptions dans Strabon Liv. 8-7-2 Liv. XI9 Liv. 12-8-16-17 Liv. 13 IV10. Et Polybe explique par la sismicité l'effondrement du colosse de Rhodes. Au cours de ces années, les Rhodiens, prenant occasion du tremblement de terre qui s'était produit chez eux quelque temps avant, en 227 ou 226 AV. JC, et au cours duquel s'était écroulé le colosse ainsi que la plus grande partie de l'enceinte et des arsenaux, tirèrent parti de cet accident avec tant d'intelligence et d'à-propos que, loin de leur être dommageable, ce désastre fut plutôt pour eux une cause d'accroissement. Polyve. V. Chap. 288,
Strabon ajoute que ce colosse, cette statue gigantesque du soleil, gît maintenant étendu sur le sol. Renversé par un tremblement de terre, il s'est brisé en tombant à partir des genoux, et les Rhodiens, pour obéir à je ne sais quel oracle, ne l'ont point relevé. Strabon Liv. 14:5. B. La mer et l'océan. Strabon rappelle que Posidonius a décrit le phénomène de la marée en l'attribuant à l'attraction lunaire. Strabon Liv. 3v8. Il évoque un tsunami qui s'est produit sur la côte entre Tyr et Ptolémaïs, lors d'une bataille entre les habitants de Ptolémaïs et les troupes de Sarpédon. On vit s'élever de la mer d'immenses vagues, semblables aux flots d'une marée qui, surprenant les fuyards, en entraînèrent une partie dans la mer où ils périrent et noyèrent le reste sur place dans les creux que présente ici la côte. Puis vint le reflux qui, en découvrant le rivage, laissa voir les cadavres de ces malheureux couchés pêle-mêle avec une quantité de poissons morts. Un phénomène analogue se produit de temps à autre aux environs du mont Cassius, à la frontière d'Égypte. À la suite d'une brusque et unique secousse de tremblement de terre, on voit s'opérer à la surface du sol un premier changement. Les parties basses du rivage s'élèvent tout à coup de manière à refouler les flots de la mer, et les parties hautes, au contraire, s'affaissent et se remplissent d'eau. Puis un second changement survient qui remet toute chose en place. Le phénomène, à vrai dire, ne se produit pas toujours d'une manière absolument identique. Tantôt il modifie l'aspect du pays, tantôt il ne laisse aucune trace, mais malgré ces différences, il peut parfaitement dépendre du retour périodique d'une même cause encore ignorée, comme les crues du Nil, en dépit des différences qu'elles peuvent présenter, obéissent, dit-on, à une loi invariable, bien qu'encore mystérieuse pour nous. Strabon Liv. 16:26. Peut-on envisager un tsunami lorsque la mer Rouge s'ouvre devant Moïse puis engloutit l'armée de Pharaon? FJA 2:7. Les savants grecs admettent que le tracé des littoraux peut varier. Polybe estime en effet que le pont Euxin est en cours d'envasement, et que cette mer finira par être comblée, à moins que les conditions géographiques ne se soient d'ici là modifiées et que ne cessent d'agir les causes de ce phénomène. Étant donné que le temps est infini et que ces deux bassins, le pont Euxin-mer Noire et la mer d'Azov, sont d'étendue limitée, il est bien évident que si faible que soit le volume des alluvions déversées, le moment viendra où elles les auront remplies. Car il est dans l'ordre naturel des choses que, à partir d'une quantité limitée de matière, tout phénomène de croissance ou de décroissance qui se poursuit indéfiniment, fût-ce, admettons-le ici, sur un rythme très lent, finisse nécessairement par arriver à son terme. Polybe esquisse ainsi un actualisme sédimentaire, Polyve. 4 chap. 2:40, qu'il complète avec la dynamique alluviale du Danube dans la mer Noire, Polyve. 4 chap. 2:41, les courants et les vents dans les détroits près de Byzance, Polyve. 4 chap 2:44. Or, que la mer est anciennement et pendant des périodes plus ou moins longues couvert, puis laissée à sec en se retirant une bonne partie des continents, le fait en soi n'a rien d'inadmissible. On peut admettre également que toute la partie de la surface terrestre aujourd'hui encore cachée sous les mers présente des inégalités de relief ou de niveau ni plus ni moins, en vérité, que la partie aujourd'hui découverte et que nous habitons, et qu'elle se trouve comme celle-ci sujette à tous les changements, à toutes les révolutions signalées par Ératosthène. Strabon Liv. I3-4. On peut concevoir le déversement de la mer Noire dans la Méditerranée ou de la Méditerranée dans l'océan, Strabon Liv. I3-6. Strabon Liv. 7-2-1. Envisage une transgression marine qui aurait contraint les Cimbres à migrer, hypothèse que l'on trouve ailleurs. Les Cimbres, les Teutons et les Tigurins, fuyant l'océan qui avait inondé leurs terres, étaient partis des extrémités de la Gaule et cherchaient par tout l'univers de nouvelles demeures. À page 666. Les mouvements de l'océan peuvent être dus tout simplement aux marées, dont les savants grecs avaient analysé le mécanisme. Il faut en tenir compte lorsque le combat se déroule non loin de la côte, comme le rappelle Anneus Florus, à page 674. Les Romains soutinrent ensuite une guerre maritime contre les Vénètes, mais dans cette occasion, ils eurent à lutter contre l'océan bien plus encore que contre les vaisseaux ennemis qui, construits d'une manière informe et grossière, coulaient au fond dès qu'ils éprouvaient l'atteinte de nos éperons. L'océan, suivant le cours de la marée descendante, se retira au milieu du combat, comme pour le faire cesser, mais l'action continua sur la grève. Les Romains ne sont pas à leur aise sur la mer. Lors des batailles navales,
Ils cherchent à accrocher le bateau ennemi pour que les deux embarcations constituent un même support sur lequel ils peuvent se battre comme s'ils étaient sur terre. Polive. Ichap I-23, Polybe, Polive. Ichap. I-37, estime pourtant que les Romains font preuve d'excès de confiance en eux lorsqu'ils sont sur mer. C'est la critique d'un Grec qui laisse entendre que la force ne résout pas tout, comme sur terre, et qu'il faut être plus intelligent pour triompher sur mer. Les officiers pilotes lui avaient adressé des recommandations pressantes pour qu'on évitât de naviguer le long de la côte extérieure de la Sicile, celle qui est tournée vers la mer d'Afrique, parce qu'elle est rocheuse et qu'il est difficile d'y trouver des endroits où mouiller. Ils avaient en outre prévenu que l'on était encore, selon les signes astraux, dans une mauvaise période et qu'une autre allait lui succéder. On s'était en effet mis en route entre le lever de la constellation d'Orion et celui de la constellation du Chien. Polive. Ichap. I-37. Il ne s'agit pas d'augure mais de la probabilité du mauvais temps. C'est l'atmosphère. L'étude des climats permet de comprendre la diversité des mondes à la surface du globe. Strabon décrit ainsi le climat continental des steppes de l'Asie centrale, Liv. 7, 3-18, le climat d'abri de la Susaide, Liv. 15, 3-10 et la mousson indienne, Liv. 15 13. À une échelle régionale, c'est la salubrité de l'environnement qui retient l'attention. Ainsi Tite-Live note qu'entre la Lycie et la Pamphylie en 190, en Asie mineure littorale, le pays était insalubre pendant les fortes chaleurs. La corruption de l'air provoqua une épidémie qui toucha surtout les rameurs. TL 37 page 145. Un fin tacticien doit savoir apprécier le terrain sur lequel il compte livrer bataille. Ainsi, lors de la bataille de Cannes en 216, l'eau de l'Ophaïde était accessible aux troupes romaines et carthaginoises, et le soleil frappait heureusement les deux armées de côté. Pourtant le terrain est apprécié différemment par les généraux ennemis, les Romains au sud et les Carthaginois au nord, mais le sirocco que les gens du pays appellent le Vulturne, s'était levé contre les Romains et les aveuglait en leur envoyant des tourbillons de poussière dans les yeux. TL 22 page 209. Au contraire Hannibal avait installé son camp près du village, tournant le dos au sirocco qui dans ses plaines desséchées soulève des nuages de poussière. Cette orientation était la meilleure pour le camp, et elle devait se révéler particulièrement précieuse quand l'armée serait en ligne. Les Carthaginois combattraient en ayant le vent dans le dos, tandis que l'ennemi serait aveuglé par la poussière qui lui arriverait dans la figure. TL 22 page 206. La météorologie s'avère déterminante quand le combat est imminent. Par exemple en 211 Hannibal est sous les murs de Rome mais il doit s'en éloigner avant de livrer bataille, repoussé par une terrible averse de grêle puis un violent orage, TL 26 page 60. Probablement en juin 197, Polybe a l'occasion de souligner, le jour suivant, à l'aube, toute la vapeur tombant des nuages s'amassa au sol, en sorte que dans le brouillard opaque, on ne pouvait même pas distinguer les gens qu'on avait juste devant soi. Polybe. 18 chap. I-20. D. Les cours d'eau. L'accès à l'eau est évidemment indispensable à la vie, qu'il s'agisse des civils ou des militaires. Une eau pour être salubre, doit ressembler autant que possible à l'air. Du reste, une eau pour être salubre ne doit avoir ni saveur ni odeur. C'est l'empereur Néron qui a inventé de faire bouillir l'eau, de la mettre dans des flacons de verre et de la faire rafraîchir dans la neige. De cette façon on a l'agrément de boire frais, sans les inconvénients de la neige. Au reste, il est certain que toute eau qui a bouilli est meilleure. Pline l'Ancien 31, 37 et 40. L'eau potable se présente parfois de façon étonnante comme dans les oasis en plein désert. Sous le nom d'oasis, écrit Strabon, les Égyptiens désignent certains cantons fertiles et habités, mais entourés de tous côtés par d'immenses déserts, ce qui les fait ressembler à des îles perdues au milieu de l'océan. La présence d'oasis est un fait fréquent en Libye. Strabon Liv. 17, I5. Le géographe explique même que l'on peut pomper l'eau d'une source qui s'écoule au fond de la mer. Strabon Liv. 16 de 13. Mais ce sont les cours d'eau qui fixent les populations ou guident les militaires. Ainsi Hasdrubal ne connaît pas le terrain où il se déplace et doit suivre le Métaure, cours d'eau très sinueux. Il prend le risque de s'en remettre à la seule hydrographie pour progresser, TL 27 page 220. En 216,
Les Romains procurent des jarres de blé à Casilinum encerclées par Hannibal en les faisant flotter sur le Volturne. TL 23 page 270. Parmi les plus importants cours d'eau, Strabon cite le Danube. Les Romains appellent Danube toute la partie haute du fleuve comprise entre la source et les cataractes, la même justement qui coule chez les Daces, réservant le nom d'Istère uniquement à la partie inférieure, laquelle s'étend jusqu'au pont et se trouve border le territoire des Gètes. Strabon Liv. 7, 3, 13. Le géographe évoque le tracé sinueux de l'Oronte qui a donné lieu à une légende autour d'un fleuve serpent. Strabon Liv. 16 de 7. Polybe présente l'Euphrate Liv. IX Chap. X 43. Mais les ondulations du méandre retiennent l'attention de Tite Live, TL 38 page 225, et de Strabon qui écrit « Les mêmes historiens racontent comment on intentait un procès en règle au méandre toutes les fois qu'il lui arrivait d'écorner les terrains qui le bordent et de changer ainsi les limites des propriétés, et comment, en cas de condamnation, l'amende était prélevée sur les péages mêmes du fleuve. » Strabon Liv. 12 8-19. Le débit et donc la largeur peuvent varier considérablement au cours de l'année, ce qui représente une contrainte à ne pas négliger. Il faut donc décrire précisément le régime des eaux qui sillonnent les territoires. Strabon s'intéresse aux crues du Nil, Liv. 17 I5. Le Nilomètre, comme celui de Memphis, est un puits, bâti en pierre de taille tout au bord du Nil, dans lequel l'eau monte et s'abaisse comme dans le fleuve lui-même, ce qui permet d'annoncer sûrement si la prochaine inondation atteindra le maximum, le minimum ou le niveau moyen des crues. À cet effet, on a gravé sur les parois du puits des raies correspondant aux crues normales et aux autres hauteurs auxquelles le fleuve a pu atteindre, et des inspecteurs spéciaux communiquent leurs observations à qui veut en prendre connaissance, car ils savent longtemps à l'avance sur des indices certains la date précise et l'importance de la future inondation, et ils n'en font pas mystère. Rien de plus utile qu'un semblable renseignement tant pour les cultivateurs qu'ils fixent sur la quantité d'eau qu'ils auront à mettre en réserve, sur les travaux qu'ils auront à exécuter en fait de digues et de canaux et sur les autres précautions à prendre, que pour les gouverneurs qui règlent les taxes en conséquence, toute augmentation dans la crue du fleuve impliquant naturellement une surélévation de l'impôt. Strabon Liv. 17 I48. Tite Live mentionne en 169 la torrentialité dans le domaine méditerranéen de montagne, à propos de l'Elpé. Ce fleuve prend sa source au mont Olympe. En été, il se réduit à un mince filet d'eau, mais quand il est grossi par les pluies d'hiver, il se transforme en torrent, tourbillonne sur les rochers, emporte vers la mer la terre qu'il arrache sur son passage. Il coule au fond d'un lit profondément creusé, entre deux rives élevées. TLXLIV, page 232. Tacite note, comme l'hiver approchait, le Pô inondait les campagnes. TH Liv. 3,50, mais c'est le Rhin qui fascine l'historien dont il décrit le delta, Liv 2, 6, et particulièrement le lieu spacieux comme une mer où la Meuse reçoit les eaux du Rhin et les verse dans l'océan. TH Liv. V23, le régime du fleuve lettonne. Sur ces entrefaites arriva le déclin de l'automne, et le fleuve, gonflé par les pluies torrentielles de l'équinoxe, se répandit sur la surface marécageuse et basse de l'île qui bientôt tout entière offrit l'aspect d'un lac. TH Liv. V23. Mais la situation peut s'inverser, ce qui met les Romains en difficulté face aux Bataves. Le Rhin était presque fermé à la navigation par une sécheresse inouïe dans ces climats. Des postes étaient distribués sur toute la rive pour empêcher les Germains de passer à gué et pour cette même cause, moins de blé et plus de bouches. Les ignorants regardaient comme un prodige menaçant la baisse même des eaux. Les fleuves, ces anciennes barrières de notre empire, semblaient nous manquer aussi. Et ce qu'en paix on nomme hasard ou phénomène naturel devenait alors fatalité, colère céleste. TH Liv. 426. Des bribes biogéographiques. En 173, des sauterelles traversèrent la mer et s'abattirent soudain sur l'Apulie en nuages si importants que tous les champs furent recouverts sur une grande étendue. Le préteur désigné Gnaeus Sicinius partit en Apulie, muni des pleins pouvoirs, pour débarrasser les récoltes de ce fléau. Malgré le nombre de personnes occupées au ramassage des insectes, il lui fallut beaucoup de temps. TLXLI page 101. En revanche, en Arabie, les acridophages vivent de sauterelles que les vents du sud-ouest et de l'ouest, toujours très forts dans ces régions, emportent et chassent vers leur pays. Strabon Liv. 16 IV12. Ce sont les relations entre la forêt et les populations qui sont le plus souvent évoquées.
On se contentera de mentionner la description de la mangrove sur le littoral érythréen, liv. 16, 3-6, et l'ampleur du déboisement à Chypre pour fournir l'énorme matière première exigée par l'exploitation minière et la construction navale, Strabon liv. 14 VI5. La forêt joue aussi un rôle considérable quand il s'agit de combattre. Tite Live signale qu'en 216 en Gaule, dans la forêt Litane, les Gaulois ont entaillé les arbres pour qu'ils tombent sur les 2 légions romaines en transit, provoquant un désastre militaire, TL 23 page 278. Sur un autre théâtre d'opération il écrit « Les environs étaient presque entièrement couverts de forêts. C'est un obstacle majeur pour la phalange macédonienne qui ne peut pratiquement rien faire si elle ne dispose pas de beaucoup de place pour brandir ses très longues lances devant les boucliers. Les traces étaient encombrées par les ronfées, elles aussi excessivement longues, qui gênaient leur marche en se prenant dans les branches. » TL 31 page 108. F1 déterminisme naturel ? Pour Polybe, la nature nous contraint tous, nous autres humains, à ressembler au climat sous lequel nous vivons. Ainsi et non autrement s'explique le fait que, selon la nation à laquelle nous appartenons et les distances qui les séparent entre elles, nous différons à tel point les uns des autres par la complexion, la constitution physique et la couleur de la peau, ainsi que par la plupart de nos occupations. Polybe. 4 chap. I 21. Strabon décrit les zones climatiques et les particularités des populations qui vivent sous les latitudes très chaudes, Strabon liv 2, 2-3. Mais il ne croit pas en un déterminisme naturel absolu, estimant que les pratiques sociales et les choix sociétaux fondent les différences entre les peuples. Ce n'est pas la nature qui a donné le goût des lettres aux Athéniens et qui l'a refusé aux Lacédémoniens et aux Thébains, voisins encore plus proches des Athéniens. En cela assurément l'éducation, l'habitude ont plus fait. Ce n'est pas la nature de leur pays non plus, mais bien l'étude et la pratique qui ont fait des Babyloniens et des Égyptiens des peuples philosophes. Strabon liv 2, 3-7. Le géographe voit dans la littoralisation des populations une dynamique qui fait des villes portuaires les lieux ultimes du processus de civilisation. Car le plus ou moins de hardiesse que mettent les hommes à s'approcher de la mer semble dénoter parmi eux des différences sensibles sous le rapport des mœurs et du gouvernement, et de même qu'il a fallu déjà une certaine gradation pour passer de cette première vie simple et sauvage à la civilisation relative du second état. De même ce second état implique différents genres de vie on peut appeler des noms de vie rustique, de vie semi-rustique et de vie politique, la vie politique n'atteignant pas non plus d'emblée la perfection et cette urbanité suprême à laquelle elle tend, mais n'y arrivant que par de lentes modifications attestées par autant de noms nouveaux, qui correspondent soit au progrès des mœurs, soit au changement d'habitation et de manière de vivre. Strabon liv. 13 et 25. Or, je le répète, à chacun de ces déplacements qui, partant des lieux hauts, entraînaient les populations vers la plaine, correspondait probablement un changement marqué dans le genre de vie de ces populations et dans leur gouvernement. Strabon liv. 13 et 25. Cette migration des montagnes vers les plaines est illustrée par le mythe de l'arche de Noé. Les 3 fils de Noé, Sem, Japheth et Cham, écrit Flavius Joseph, qui étaient nés 100 ans avant le déluge, furent les premiers qui quittèrent les montagnes pour habiter dans les plaines. FJAI 4. La polarisation se manifeste entre une périphérie peuplée de nomades et un centre de sédentaires. En général, à mesure qu'elles se rapprochent de la Syrie, les populations nomades se civilisent davantage, elles ont moins l'air d'Arabes et de Sénites, et le pouvoir de leur chef prend de plus en plus le caractère d'un gouvernement régulier. Strabon liv. 16-11. Strabon considère aussi que la zone tempérée est le centre dont les périphéries présentent des climats moins avantageux. On sait que toute contrée reléguée aux extrémités de la terre habitée, par cela seul qu'elle touche à cette zone inclémente que l'excès de la chaleur ou du froid rend inhabitable, se trouve vis-à-vis de la zone tempérée dans un état de désavantage et d'infériorité marquée. Or, cette infériorité ressort avec la dernière évidence des conditions d'existence de la nation éthiopienne, et du dénuement dans lequel elle est pour toutes les choses nécessaires à la vie de l'homme. La plupart des Éthiopiens en effet, mènent une vie misérable. Strabon liv. 17 de 1. 2. Des éléments de réseau. Sur le support géographique donné par l'environnement naturel, les hommes installent des axes de communication. Ainsi Polybe retient que la transmission des informations peut s'effectuer avec des torches et des flotteurs ou avec un alphabet lumineux,
Poliv. X-Chap VI 44 à 47. Sueton rappelle qu'Octave établit sur toutes les routes militaires, et à de très courtes distances, de jeunes courriers et ensuite des voitures, pour être informé plus tôt de ce qui se passait dans les provinces. Le procédé a paru plus commode, car les mêmes hommes qui apportent des lettres d'un lieu donné peuvent aussi être interrogés en cas de nécessité. Suocogixelax. A. L'espace circulatoire. L'Empire de Rome ou l'emprise de Rome s'installe en sécurisant des itinéraires continentaux et des routes de cabotage. Ce maillage des territoires par les transports fonctionne comme un filet impérial et chaque conflit fournit l'occasion de faire progresser le réseau viaire de ville en ville. Il en sera de même au XIXe siècle pour étendre les États-Unis et aujourd'hui, pour tisser l'espace globalisé d'Internet. La maîtrise du réseau routier revêt une importance stratégique décisive. En 217, pendant la guerre contre Hannibal, le mont Cassin contrôle déjà la route de Rome, TL 22 page 160, et quand le Carthaginois quitte Capoue pour marcher sur Rome, Tite Live écrit « Sachant qu'Hannibal passerait par la voie latine, le proconsul envoya des détachements dans les municipes que traversait la voie appienne ou qui se trouvaient à proximité. Ils devaient stocker des vivres dans les villes, faire venir de la campagne éloignée des provisions et les déposer au bord de la route, mobiliser toutes leurs forces de façon que chaque cité assure sa propre défense. » TL 26 page 57. Dans les régions d'habitat dispersé ou de pastoralisme dominant, les alliés de Rome doivent déposer les vivres demandés au bord des routes pour alimenter l'armée, faute de village ou de ville-relais, TL 27 page 214. Mais quand il s'agit de transporter des quantités importantes de vivres sans lesquelles la famine menacerait, il faut utiliser des bateaux. Ainsi en 203, le cours des vivres était très bas grâce au retour de la paix qui avait rétabli les communications dans toute l'Italie et aussi grâce à d'importants arrivages de blé en provenance d'Espagne. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.